Au milieu des deux tours de la cathédrale de Chartres, nous pouvons apercevoir la rosace du Christ, dans un rond, entouré d'un carré surmonté d'un triangle, pour symboliser les éléments. Mais c'est l'intérieur de la cathédrale qui renferme des trésors, et notamment ces vitraux qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Pour essayer de percer le secret de Notre-Dame de la Verrière et de son bleu de Chartres, nous sommes allés à la Cité du Vitrail à Troyes. Alors, la Cité du Vitrail a été installée à Troyes en 2013 et le bâtiment dans lequel nous nous trouvons est en fait un espace de préfiguration. Le conseil départemental de l'Aube s'est appuyé sur le très riche patrimoine vitré du département pour construire cette structure dédiée au vitrail qui n'est pas un musée, dans le sens où nous n'avons pas de collection en propre. La collection de la cité, en fait, ce sont tous les vitraux qui se situent dans le département, dans leurs édifices d'origine, mais plutôt un lieu d'interprétation, un lieu dans lequel on peut venir apprendre sur l'histoire du vitrail, sur ses techniques, sur tous les savoir-faire, sur l'iconographie aussi, qu'est-ce qui est représenté sur les vitraux, qu'est-ce qu'ils racontent. Le vitrail est un art qui a été particulièrement développé en Europe et particulièrement en France. On a un patrimoine en France extrêmement important qui s'explique en fait par plusieurs facteurs. D'abord, le vitrail est lié à une architecture et on a eu en France, notamment au Moyen-Âge, à partir des XIIe, XIIIe siècles, le développement d'architecture religieuse extrêmement imposante, les édifices dits gothiques, qui, pour des raisons théologiques, devaient faire une grande place à la lumière. Et donc, pour faire entrer la lumière et une lumière colorée dans l'édifice, on a commencé à installer de grandes baies vitrées, colorées, aux fenêtres. La technique traditionnelle du vitrail, celle qu'on trouve déjà en contexte archéologique dès le IVe siècle en France et qui est toujours utilisée aujourd'hui, c'est celle qui est illustrée ici. Donc comment est-ce qu'on fait un vitrail? On part d'abord d'un dessin. Le vitrail est en fait une traduction sur le verre d'une idée dessinée, peinte sur le papier. Et donc, on va partir d'une maquette. Une fois que la maquette est réalisée, un peintre cartonnier va réaliser un carton de vitrail. Le carton, c'est l'agrandissement de la maquette à l'échelle 1, à l'échelle du vitrail qui sera réalisé. Donc là, ce sont les mesures exactes de la fenêtre et on fait les tracés le plus précis possible. On ne peut pas juste agrandir avec la photocopieuse notre dessin, puisque c'est fait plus à main levée, on aura une perte de précision et de finesse du tracé. De ce carton, on va tirer des calibres, qui sont donc des morceaux de papier qui vont avoir la taille et la forme des pièces de verre. Ce carton, on le découpe avec ce ciseau, cette paire de ciseaux qui est là, qui est particulière, qui a 3 lames. Pourquoi 3 lames? Parce qu'en fait, quand on va découper le papier pour séparer les morceaux, on va laisser une fine bande de papier. Les 3 lames permettent de défaire une fine bande de papier qui correspond à la future épaisseur du plomb. Une fois que ces calibres sont découpés, on va les mettre sur des plaques de verre qui ont été préalablement choisies par le maître verrier. C'est une des phases extrêmement importantes de la réalisation, c'est le choix de la plaque de verre. La plaque de verre va être choisie en fonction aussi éventuellement des petites bulles, des petites imperfections du verre, des petites différences d'épaisseur que le maître verrier va exploiter pour ensuite réaliser le vitrail. Donc, une fois que la plaque de verre est choisie, on va venir poser la feuille, le calibre de papier dessus, et on va venir découper le verre. Donc ce diamant, ce qui est bien, c'est qu'il a une plus grande précision, puisque on va pouvoir caler facilement la pointe le long du gabarit. Et on va vraiment pouvoir s'y appuyer pour faire la découpe. Donc on a ce qui s'appelle une roulette, qui est une roulette au bout d'un manche, où on vient appuyer pour commencer à fendre le verre, pour ensuite le casser. Une fois les pièces de verre découpées, elles vont être peintes, c'est-à-dire qu'on va venir poser dessus
les éléments peints qui vont permettre de donner les détails. Par exemple, il faut imaginer que sur un visage, par exemple, eh bien, on va apporter les détails des yeux, du nez, de la bouche, et donc tous ces dessins sont peints sur le verre comme un peintre peindrait sur sa toile. Et donc pour peindre le verre, sur le verre, eh bien, on a toute une série de pinceaux, d'outils qu'on a ici, qui sont en fait eh bien, pratiquement les mêmes depuis le Moyen-Âge et à qui on donne le nom des animaux dont on a tiré les poils. Donc, vous avez par exemple un putois qui est ce pinceau plutôt court, un peu rigide, avec des poils de putois, un peu durs, et qui très souvent est utilisé perpendiculairement au verre, en tapotant comme ça, et qui donne une surface qu'on appelle une surface putoisée, donc avec des toutes petites pointes noires, et qui sont très souvent utilisées par exemple pour l'ombre des joues ou l'ombre d'un drapé, par exemple. Donc la grisaille, c'est un mélange de pigments et de poudre de verre qui vient s'appliquer directement au pinceau. Donc on peut en faire des traits plus ou moins fins, on peut faire des aplats également. Donc on peut vraiment la travailler de différentes sortes et on peut également la travailler pour y faire un jeu d'ombrage de différentes manières, y donner un certain jus au vitrail. Donc en y allant soit en tapotant ou en brossant. Une fois la grisaille sèche, comme le verre est non poreux, la grisaille n'accroche pas au verre, donc on peut gratter les surplus afin d'affiner les traits. Le deuxième type de peinture qui apparaît plus tardivement, qui apparaît au XIVe siècle, ce sont des émaux. Vous avez ici des plaques avec, vous voyez, ces traits de couleurs qui sont en fait des nuanciers que le peintre a chez lui et à partir duquel il va pouvoir choisir les couleurs qu'il va utiliser. Ces émaux, c'est un mélange d'oxyde métallique, là encore, et de verre pilé et fondu pour obtenir une texture suffisamment fluide pour pouvoir être posée au pinceau. Même procédé que pour la grisaille, hein. Le peintre fait ses mélanges et puis avec ses différents pinceaux va venir peindre sur le verre. Ce jaune, c'est ce qu'on appelle le jaune d'argent. C'est un jaune qui est obtenu à partir de sulfure d'argent mélangé à du verre fondu, qui va là aussi être posé sur le verre. Alors en principe, très souvent, on ajoute de la terre, de l'ocre, pour la partie pose, pour la partie peinture. Et donc on va venir poser ce jaune d'argent sur la plaque de verre. Et à la cuisson, lorsque la plaque de verre est cuite, les sulfures d'argent vont venir se déposer dans le verre, imprégner la surface du verre, donc vraiment rentrer dans le verre. Et ensuite, on n'a plus qu'à, une fois que la pièce est sortie du four, à retirer l'ocre qui, lui, est resté en surface. Et donc, on a une couleur jaune qui apparaît. Et donc, il s'agit vraiment d'une teinture et non pas d'une peinture, puisque après la cuisson, la couleur ne reste pas en surface, mais pénètre le verre, fait corps avec le verre. Jusque-là, quand on voulait passer d'une couleur à l'autre, il fallait mettre un morceau de plomb entre un verre rouge et un verre bleu. À partir du moment où apparaît le jaune d'argent, on va pouvoir, sur une même plaque de verre blanche, un verre incolore par exemple, apporter des éléments peints en jaune, sans avoir besoin de passer par du plomb. J'ai parlé de peinture, mais je n'ai pas évoqué la façon dont étaient colorées les plaques de verre. Ces plaques de verre, elles sont en fait teintées dans la masse au moment de leur réalisation, donc au moment où elles sont soufflées, par l'ajout toujours d'oxyde métallique dans le verre en fusion. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les calibres que j'ai pu vous présenter, il y avait différents numéros ou lettres présents dessus. En fait, chaque numéro a sa signification. Il y en a un premier qui permet de identifier sa place et son numéro, et un autre qui signifie sa couleur. En fait, tous les échantillons de couleurs des ateliers, ils sont ici. On vient choisir les différentes gammes de couleurs qui seront présentes sur notre vitrail et on va les noter sur les calibres afin de récupérer les bons morceaux de verre. Parce que vous avez pu voir, il y a de nombreux casiers, tous numérotés. Une fois toutes ces pièces de verre peintes et cuites, chaque pièce de verre
pain doit être cuite et à chaque couleur correspond une cuisson. Donc, à partir du moment où on utilise les émaux, si sur une pièce de verre on veut avoir des yeux bleus, des sourcils blonds, des lèvres rouges, eh bien on va devoir faire 3 cuissons, une pour le bleu, une pour le jaune, une pour le rouge. Une fois toutes ces étapes réalisées, il reste la mise en plomb. La mise en plomb, c'est cette opération par laquelle toutes les pièces de verre vont être assemblées entre elles par un réseau de plomb pour obtenir des panneaux de vitraux qui pourront ensuite être installés dans les fenêtres. Alors, nous sommes ici dans la partie chronologique de l'espace de préfiguration, qui est une salle dans laquelle nous présentons des vitraux ou des panneaux de vitraux d'époques différentes, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, avec le panneau le plus récent qui date de 2011, donc du XXIe siècle. Les vitraux sont plutôt très colorés. Leur rôle est d'apporter dans l'édifice religieux une lumière colorée très dense pour que l'édifice religieux soit sur terre l'équivalent de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est cette ville dans le ciel qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, et qui est censée être entièrement construite avec des pierres précieuses. Et au XIIe siècle, on veut sur terre que l'édifice religieux construit soit un équivalent de cette Jérusalem céleste. Donc, on va construire des édifices dans lesquels les vitraux vont avoir une importance très grande et les vitraux colorés vont avoir une importance très grande puisqu'ils vont jouer ce rôle d'apporter un éclat coloré très important à l'intérieur de l'édifice. Le vitrail, contrairement à une peinture, est teinté grâce à des oxydes métalliques et non pas à des oxydes d'origine végétale ou animale qui, mélangés au verre, ont une durabilité dans le temps qui est très grande. Et c'est un des facteurs aussi qui explique la fascination que peuvent jouer encore les vitraux aujourd'hui, y compris les vitraux anciens, c'est qu'ils ont gardé leur éclat d'origine, ce qui n'est pas toujours le cas pour la peinture ou pour la sculpture peinte. Et qui fait que, eh bien aujourd'hui, quand on rentre dans une église, on a la même sensation de couleur éclatante que pouvaient l'avoir les contemporains de la réalisation de ces vitraux. Cette représentation, elle est tirée d'une phrase de la Bible qui dit de Jessé sortira un rameau et de ce rameau sortiront les rois d'Israël. Et donc, les artistes, pas seulement les peintres verriers, hein, mais aussi les peintres, les enlumineurs, ont utilisé cette phrase pour représenter l'ascendance du Christ de cette façon, comme un arbre généalogique. Et l'arbre de Jessé est un exemple particulièrement intéressant parce que c'est un thème qui a eu un grand engouement à cette époque-là et qu'on le retrouve donc sur de très nombreux vitraux dans les églises de Champagne. On ne sait pas exactement quel atelier a réalisé ce vitrail, mais c'est très probablement un atelier local qui sait manier ses couleurs parfaitement bien. Et on retrouve ici ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur l'arbre de Jessé, hein, des verts qui sont teints dans la masse avec des rouges, des bleus, des verts qui sont extrêmement denses. On ne peut pas généraliser, bien sûr, sur l'utilisation thérapeutique des couleurs dans les vitraux, mais c'est vrai qu'on a des récits, des témoignages, notamment de pèlerinages qui pouvaient être faits. Alors là, je parle plutôt pour la période médiévale, devant des vitraux ou devant des statues reliquaires pour lesquelles on sait que les personnes venaient en pèlerinage devant Notre-Dame de la Belle-Verrière, qui est le vitrail le plus ancien de la cathédrale de Chartres, devant la statue reliquaire de Sainte-Foy-de-Comte. Énormément de statues reliquaires avaient cette vertu-là, et donc les personnes venaient en pèlerinage soit pour se faire guérir, soit pour remercier d'une guérison. Alors, quel était le rôle joué par les couleurs dans ces guérisons? Je ne saurais pas le dire avec certitude, mais il est vrai que, par exemple, le bleu du manteau de la Vierge devait avoir un rôle particulier parce que Notre-Dame de la Belle-Verrière à Chartres, la couleur dominante sur la verrière est le bleu. Nombre de statues reliquaires qui étaient vénérées pouvaient représenter la Vierge Marie avec ce manteau bleu très, très important.
Le bleu, de toute façon, au Moyen-Âge, a une symbolique très vertueuse. Elle devient donc la couleur du manteau de la Vierge, elle devient la couleur associée au royaume de France, couleur choisie par Saint Louis, et son association au personnage de la Vierge, qui est sur lequel se concentrent beaucoup de demandes de guérison, ou de demandes en tout genre, peut indiquer que le bleu joue un rôle peut-être thérapeutique, oui, important. Alors, je m'appelle Élodie Valli, je suis gérante de la Maison Lorrain depuis 3 ans. J'y travaille depuis 15 ans et nous avons repris la gérance avec François Radkoff et Claire Babé en associé il y a 3 ans. Alors, c'est une entreprise qui a été créée en 1863 par Nicolas Lorrain. Il s'est succédé donc au final 6 générations de maîtres verriers sur place. On compte 6000 références de chantiers lorrains à travers le monde et il y a des vitraux lorrains vraiment partout. Et après, par rapport à la couleur, c'est vrai que nous, dans le vitrail, on y est très sensible parce que selon la luminosité qu'il va y avoir, par exemple dans une église, si une verrière est du côté nord ou du côté sud, la lumière va être différente, va être plus froide ou plus chaude. Donc nous, on va jouer beaucoup avec la lumière naturelle en fait, pour faire ressortir certaines couleurs. Donc, dans notre travail de création, on prend toujours en compte l'orientation du vitrail, enfin plein de choses pour étudier vraiment les couleurs qu'on va vouloir travailler. La plupart du temps, enfin, tout dépend de mes travaux, mais j'aime bien utiliser la couleur éclat, enfin, avoir quelque chose de très doux et avec une toute petite pointe d'une complémentaire. J'aime bien le contraste. Mais après, comme on peut voir là dans la création que j'ai faite là-bas, c'est un vitrail que j'ai réalisé il y a 1 an. Ça reste dans des coloris assez doux. J'aime bien travailler les blancs, beaucoup. Donc là, on ne se rend pas forcément compte. Mais ce vert-là, c'est un vert opalescent et il change de couleur selon la lumière. C'est-à-dire que là, à cette saison, il est assez blanc, assez doux. Et en été, quand il y a beaucoup de soleil, il devient orange. Il est vraiment orange très flash. C'est particulier, le vitrail. C'est pas comme une toile. Vu que la lumière traverse le verre coloré, c'est quelque chose de très intense. Enfin, la couleur prend une toute autre dimension, je trouve, que quand c'est sur du papier, enfin, quand il n'y a pas cette lumière-là. Et de vivre avec un vitrail, déjà, un vitrail évolue tout le temps au cours de la journée selon la lumière. Donc le vert, la couleur, elle va réagir de façon différente selon la luminosité. Et il y a un rapport très apaisant selon les couleurs, forcément selon les couleurs qu'on utilise. Il y a des couleurs qui sont très dynamiques et d'autres qui vont avoir un effet plus apaisant. Mais c'est quand même quelque chose de vivant. Enfin, avec le vitrail, on aborde la couleur d'une façon vivante, vu que la lumière la traverse. Même les vitraux contemporains ont cet effet d'apaisement que peuvent avoir des vitraux plus anciens. C'est une toute autre démarche, mais qui au final pousse à la spiritualité, bien sûr. Je suis verrier depuis autour de 35 ans. Quand je suis arrivé ici à Auroville il y a 5 ans, tout m'a été offert pour recréer l'atelier de verre ici et de rétablir le rapport que j'avais au verre et à la couleur et à la lumière. Et tout ça allait très, très bien avec la démarche personnelle que j'avais en venant à Auroville. Moi, j'ai des tendances à aller souvent vers les textures du verre. Donc, il y a le verre et il y a la couleur. Hein. Et d'autres fois, je m'éclate totalement dans la couleur. Tout devient kaléidoscopique. La couleur me parle dans le verre. Dans le verre, contrairement à ce que beaucoup de gens me disent, comment tu fais pour peindre le verre? Tu sais? Mais je ne peins pas le verre. Le verre, la fabrication du verre d'art, c'est une chose qui est complètement à part que de faire des vitraux. C'est une industrie, c'est des gros fours, c'est un autre environnement. Et c'est eux qui font le verre avec des oxydes de métaux qui créent... il y a tellement de variétés dans le verre d'art. Puis nous, en tant que verriers, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit la matière.
on coupe, on assemble, on fait des montages de ça. Quand je travaille sur des pièces où je peux aller dans les choses vraiment abstraites, où je peux aller dans une direction très, très nature, les arbres, etc. Et puis à ce moment-là, le bleu du ciel, ça me fascine. On essaye de recréer le bleu du ciel, c'est inimitable. Mais c'est intéressant la démarche d'agencer les couleurs, comme de créer des arbres avec les troncs, d'aller chercher les couleurs, parce qu'on est des imitateurs de cette merveilleuse nature qui est là. Tu sais. Et on sait qu'on n'y arrivera jamais à rendre. Mais des fois, c'est peut-être ça l'art, c'est le regard qu'on a, puis comment qu'on interprète la nature, en fait. Puis moi, le là ici, la direction qu'après que je prends, qui est vraiment de plonger dans l'immensément grand. On part de l'intérieur et on va vers où j'ai envie d'exprimer cette folie qu'est le cosmos. Donc, j'appelle ça du vitrail cosmique, moi.